Voilà, alors pour cette dernière partie, l'idée c'était un peu de voir, on a parlé de beaucoup d'outils et d'approches, mais de voir un peu comment on pouvait s'inspirer de ce qui se passe de chez nos voisins en Europe, en sachant qu'on a déjà quand même pas mal parlé du Danemark, qui semble être une figure assez emblématique en la matière. Et donc voilà, j'ai demandé à Pan Europe de nous faire une courte présentation sur des exemples qu'ils entendent de par leurs membres dans d'autres pays européens. Et puis après, nous aurons la représentante. Est-ce que la représentante de la ministre Dalk est déjà arrivée? Ah, voilà. Je vous avais pas vu, en fait. Donc, voilà, vous pouvez venir à côté de moi, comme ça vous êtes déjà là après. Ou sauf si vous voulez rester là. Voilà, très bien. Merci. Merci Virginie, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Martin Dermine, je travaille pour l'ONG européenne Pan Europe. Avant de juste donner quelques exemples, je voulais quand même dire que de ce qu'on voit, donc nous on travaille au niveau européen avec 50 membres et un de nos membres est Nature et Progrès. Et ce qu'on voit, c'est que les grands changements dans certains États membres s'opèrent systématiquement suite à une politique volontariste des États membres qui inclut un soutien aux agriculteurs dans la majorité des cas. Je pense que les questions de M. De Cock étaient vraiment intéressantes et illustraient vraiment bien l'importance de que l'État soit là en soutien de l'agriculteur, qu'il soit rassuré et qu'on ne lui mette pas en permanence des contraintes en plus sans jamais aucune compensation. Sinon, ça ne fonctionne pas, on le voit avec les manifestations. Et donc, c'est important à ce niveau-là qu'il y ait un soutien. Et aussi, je pense que les présentations de très grande qualité qu'on a eues aujourd'hui et cet après-midi en particulier mettent aussi en évidence l'importance de la nécessité d'avoir un débat entre toutes ces nouvelles connaissances scientifiques, le monde agricole, pour permettre aussi à ce qu'il y ait des avis éclairés qui se développent et qui ne soient pas systématiquement ou très souvent basés sur des fausses informations. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a entendu, qui n'était pas tout à fait correct, du représentant de Bell Plant. Et donc, par rapport au fait de s'inspirer de nos voisins, en fait, je vais d'abord dire qu'on peut s'inspirer de nous-mêmes et regarder notre nombril. Je pense qu'on peut en être fier et les Belges, les Wallons ne le savent pas forcément. Donc la Belgique peut aussi être une source d'inspiration. On est une des premières régions, un des premiers États à avoir interdit l'utilisation des pesticides dans les lieux publics. Sur base d'un article de la directive sur l'utilisation durable des pesticides. Ça s'est fait plus ou moins en même temps, mais individuellement au niveau des 3 régions. Et donc, c'est une source d'inspiration qu'on relate très souvent dans nos discussions avec d'autres États membres. Et souvent, quand il y a des visites au niveau des institutions européennes, on le met en évidence principalement à Bruxelles. Et sinon, par rapport aux autres États membres, il y a effectivement le Danemark, on en parle beaucoup. Alors, je ne vais pas revenir particulièrement sur la taxe parce qu'elle a été déjà bien développée, mais plutôt sur le fait qu'ils ont décidé dans les années 80-90 d'avoir vraiment une approche volontariste de la protection de leur masse d'eau souterraine. Et donc, ils ont décidé de ne plus faire de distinction entre métabolites pertinents et métabolites non pertinents. Il faut savoir que cette distinction, en fait, elle est basée, sur la volonté de l'industrie de le déclarer, est-ce qu'il est pertinent ou pas, donc c'est déjà très dangereux de remettre ça entre les mains de l'industrie, et 2, très souvent, des métabolites qui sont jugés non pertinents pendant des dizaines d'années. Oups, pardon, tout d'un coup, on se rend compte qu'il est cancérigène, il devient pertinent, désolé, les masses d'eau souterraines sont polluées, et donc on doit fermer des puits. Et donc, ils ont décidé de passer au-delà de cette différence, et donc, ils ont mis en place une politique très stricte d'autorisation des pesticides, beaucoup plus stricte que la nôtre, et qui fait que dès qu'ils se rendent compte qu'un pesticide génère des métabolites qui passent dans leurs eaux souterraines, je vous donne l'exemple du thiazofamide, directement dans les quelques semaines qui suivent, ils interviennent et ils interdisent l'utilisation de ce pesticide. Également au Danemark, 3 communes ont décidé d'interdire l'utilisation de pesticides de synthèse, soit sur l'entièreté, soit sur certaines zones pour protéger leur nappe phréatique. Et en contrepartie, elles subsidient, elles accompagnent les agriculteurs qui travaillent sur ces zones-là pour qu'ils passent à l'agriculture biologique. Donc là, il y a également un système de soutien et de suivi. Ça a été contesté jusqu'aux plus hautes juridiction danoise, mais la Cour suprême danoise a donné raison à ces communes dans la mesure où elles mettaient en place un accompagnement pour les agriculteurs.
Ensuite, pour aller un peu moins loin, on a le Luxembourg qui utilise avec efficacité l'argent de la politique agricole commune en soutien aux alternatives. Ça, c'est grâce aux possibilités de verdissement de la PAC. Alors, par exemple, c'est un secteur qui est très confidentiel en Wallonie, mais la viticulture, en viticulture, grâce à l'argent du soutien de la PAC, ils ont aboli l'usage d'insecticides très toxiques. Et donc, ils utilisent une alternative qui s'appelle la confusion sexuelle. Donc, en utilisant des phéromones d'insectes, on arrive à remplacer ces systèmes, enfin les insecticides de synthèse. C'est un système qui fonctionne bien s'il se fait à grande échelle. Un viticulteur tout seul dans son coin, s'il le met en place, ça ne va pas parce que les ravageurs risquent d'arriver d'autres parcelles. Et donc c'est un système collectif qui doit être soutenu à grande échelle et donc c'est là qu'on a besoin d'une intervention des pouvoirs publics. Et on va me dire, oui, mais on n'a pas de vignobles importants en Wallonie, d'accord, mais on a des vergers importants et pareil, dans les vergers, en production de pommes et de poires, on a des solutions au niveau phéromone, donc confusion sexuelle, qui permettrait également de réduire, enfin d'arrêter d'utiliser des insecticides, ce qui serait déjà un grand progrès. Idem au niveau du soutien financier pour substituer le glyphosate au Luxembourg. Et donc, comme je disais, au niveau des vergers, mais aussi au niveau des pommes de terre, où il y a maintenant des alternatives moins toxiques au niveau des fongicides, on pourrait plus soutenir ces utilisations. Alors, il y a aussi toute une série d'exemples. Là, je vous en ai juste donné 3 pour montrer ce qui pourrait être fait au niveau fédéral maintenant. Il y a donc la législation est la même pour tous, je crois que Tanguy Van der Put le disait tout à l'heure, mais son implémentation est sujet à interprétation systématiquement. Et donc, il y a des pays qui ont une approche beaucoup plus précautionneuse et protective dans les autorisations de pesticides. Donc, je vous donne l'exemple du chlorpyrifos. C'est un neurotoxique. Il est démontré depuis 25 ans que l'exposition des jeunes enfants ou l'exposition in utero au chlorpyrifos génère une baisse de QI chez les enfants. Donc, on le sait depuis très longtemps. Et il y a eu des longs débats au niveau européen. Est-ce qu'on l'interdit? Oui, non. L'Allemagne, elle, a décidé de l'interdire 8 ans avant l'interdiction au niveau européen. La Belgique était au courant. La Belgique aurait pu faire exactement la même chose. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Belgique, on attend toujours jusqu'au plus longtemps possible pour avoir une interdiction. Alors, là où d'autres États sont beaucoup plus rapides dans leur réaction. Idem les néonicotinoïdes. Dès 1995, ils ont été, pour certains usages, interdits en France. En Belgique, les premières restrictions sont intervenues lorsque ça a été une décision européenne en 2013 seulement, donc quasi 20 ans plus tard. Idem au niveau suédois, c'est une décision également politique d'interpréter la législation de telle sorte qu'ils autorisent très peu d'insecticides pour protéger leur entomofaune, donc leurs insectes. Donc juste en conclusion, les outils législatifs sont là. La directive sur l'utilisation durable des pesticides, la directive cadre sur l'eau et le règlement sur l'autorisation des pesticides. Ils sont à disposition, mais il ne faut pas... souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on entend parler certaines administrations, on l'a entre autres entendu parler ce matin, c'est que la législation, ce n'est pas une option, c'est des obligations que le monde politique doit mettre en place, ce que le législateur a décidé. Et ce qu'on voit trop souvent en matière de pesticides, c'est que c'est vu un peu comme une option et il y a des obligations pourtant de protéger les riverains. Je vous disais, le citoyen urbain maintenant dans les 3 régions du pays ne va pas être exposé à des pulvérisations aux pesticides parce que ça a été légiféré pour les protéger, mais le citoyen rural, lui, qui est dans son enfant et dans son jardin, il va se faire pulvériser par le tracteur qui passe juste à côté parce qu'il n'y a pas de zone tampon de non-pulvérisation. Donc là, il y a une différence de traitement entre les citoyens du pays, ce qui est inacceptable. Alors, ce qu'on a vu aussi, et ça Tanguy Van der Put l'a souligné, c'est qu'il y a eu des tentatives, notamment ici en région wallonne, de restreindre les usages. Ce que nous, on a observé, et c'est malheureux, c'est qu'il y a effectivement parfois des interprétations de la loi
qui mènent à ce qu'on mette en place des législations qui se font casser au Conseil d'État. Il y a beaucoup, donc je vous dis, il y a la directive sur l'eau, la directive sur les pesticides, le règlement et toute une jurisprudence qui permettent d'agir, mais il faut bien les connaître et bien écrire les règlements ou les arrêtés d'interdiction afin d'éviter de subir des revers en justice. Et donc, pour finir, je pense vraiment que la communication entre les différents acteurs est primordiale. Actuellement, et ça ne peut aller, je pense, qu'en empirant, parce que l'état des connaissances sur l'impact des pesticides ne fait qu'augmenter. Il va y avoir de plus en plus de tensions entre riverains, agriculteurs, et donc cette déconnexion sociale entre ceux qui nous nourrissent et ceux qui sont nourris, je pense, n'est pas acceptable, n'est pas durable, et il faut absolument que le politique se mouille pour mettre en place un système qui fasse qu'il y ait une bonne cohabitation et réconcilier quelque part l'agriculture, les citoyens et l'environnement. Merci pour votre attention.